Et puis la journée de l'océan, ce sera lundi avec une question: que vont devenir nos outre-mer face à la montée des eaux? Des solutions existent. Notre invitée pour en parler, la sénatrice Karine Claireau. Ouvrons maintenant notre dossier consacré à la journée mondiale de l'océan organisée par l'UNESCO. Ce sera lundi avec une inquiétude particulière pour les outre-mer. C'est la montée des eaux, au moins 97 cm à la fin du siècle. Des solutions commencent à être imaginées, notamment repenser tout l'habitat en bord de mer. Véronique Curtis-Béréa. Des villes sur l'eau qui naviguent librement. Projet fou il y a quelques années, ces cités aquatiques apparaissent aujourd'hui comme une solution aux problèmes du XXIe siècle. Dans 100 ans, le niveau de la mer aura augmenté de près d'1 mètre et la population passera de 7 à 11 milliards d'individus. Où trouver à se loger dans cet espace terrestre réduit? Aux Pays-Bas, les architectes travaillent sur la question depuis longtemps. La mer, ils ont commencé à l'apprivoiser, comme ici à Port-Rotterdam avec cette bulle d'eau, futur parc d'exposition. Ou encore à Amsterdam, avec ce quartier d'une dizaine de maisons flottantes. Comme vous pouvez le voir, le niveau de l'eau arrive ici. La température de l'eau rafraîchit la pièce en été et la réchauffe en hiver. La maison est donc isolée de manière naturelle. Ultime avantage, ces maisons sont insubmersibles en cas de montée des eaux. En partant de cette idée, la fiction va encore plus loin, à l'image de ces nénuphars géants capables de loger 30 000 personnes, de ces arbres des mers, ou encore de ces archipels flottants qui pourraient remplacer par exemple les atolls du Pacifique qui risquent d'être engloutis. Nous pensons que si votre pays est menacé par des tremblements de terre, des tsunamis ou des ouragans, l'endroit le plus sûr, eh bien c'est la mer. Technologiquement, tous ces projets sont faisables et même s'ils coûtent cher, parfois jusqu'à 25% de plus que pour une ville terrestre équivalente, plusieurs États sont intéressés. C'est le cas notamment du Vanuatu dans l'océan Pacifique qui a déjà lancé un chantier aquatique expérimental. Et pour nous parler de cette journée de l'océan, on reçoit Karine Claireau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon, ça on le sait, mais vous êtes aussi présidente du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Alors le rôle de ce conseil, c'est bien sûr de faire des propositions au gouvernement, mais aussi de définir des actions de protection de la mer, du littoral, des mises en valeur aussi. Ça vous inquiète, cette montée des eaux dont on a parlé dans le reportage? En tout cas, c'est le phénomène qui est toujours mis en avant dans le cadre des règlements climatiques. Et oui, il faut y faire très attention. Le risque, c'est de voir demain la mer monter selon les zones, parce que ça ne sera pas égal partout, de 20 à 85 cm, voire 1 mètre. C'est ce que disait Véronique Curtis-Béréa tout de suite. Et donc, automatiquement, une partie des outre-mer a parfois les pieds dans l'eau déjà, donc il faut faire très attention et il faut quelques mesures de prévention. Il y a déjà des mesures justement qui peuvent être prises par la France, des propositions en tout cas de votre part? Alors ce sont des mesures globales qui doivent être prises internationales. Certes, la France doit veiller à ses outre-mer et donc prendre des mesures, mais qui ne seront, je dirais, que des mesures de réparation pour les effets que l'on connaît maintenant. Et puis il faut que globalement le monde prenne un certain nombre de mesures pour éviter le réchauffement et les dérèglements climatiques en général, parce que c'est sur la mer et par la mer qu'on arrivera à les régler. Alors ce sera l'un des enjeux de la COP21. Pour cette journée mondiale de l'océan, il y a un thème, c'est un océan sain pour une planète saine. Les deux sont liés. Ah, les deux sont intimement liés. Et pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, moi je trouve que dans la COP21, il n'y a pas assez de mer. Et ça, je trouve ça quand même très dommage. La mer et les océans, c'est primordial. La COP21, ce sera en fin d'année. Ce sera en fin d'année, absolument. Mais là, cette journée, il faut la saluer. Il y a un programme intéressant à l'UNESCO avec des interventions qui seront tout autant. Et moi, ce que je voudrais, c'est vraiment une sensibilisation en fait des gens et qu'ils se rendent compte, mais pas forcément. Alors oui, parce que bien entendu, c'est par les plus jeunes qu'on arrivera en plus à sensibiliser les adultes. Mais c'est que chacun se rende compte qu'au plus profond de sa campagne, eh ben, chaque geste qu'il pose, c'est l'effet papillon, hein, chaque geste qu'il pose peut avoir un impact sur la mer
Et cette mer, il faut que nous la gardions en bonne santé, il faut que nous la connaissions mieux et que nous la gardions en bonne santé. Et un chiffre qui pourrait peut-être faire prendre conscience de l'importance de cette protection des océans, c'est une étude du WWF qui a montré que protéger les océans, ça pouvait être très rentable. On parle de 800 milliards d'euros, de très nombreux emplois également qui pourraient être créés. C'est rentable ? C'est rentable, absolument. Et puis la mer, c'est l'avenir de la Terre. Donc oui, il faut vraiment axer notre politique. Et la France étant le deuxième pays après les États-Unis de par la surface de l'Hexagone et puis des Outre-mer, je crois que la France a un rôle essentiel à jouer, un rôle de leader, et il faut que nous le jouions jusqu'au bout. Alors la beauté des océans, ce n'est pas que sa protection, c'est aussi ces paysages, c'est aussi ces bateaux. On parle de l'Hermione, qui est une réplique de la frégate du marquis de Lafayette, qui est arrivé à New York, mais qui fera un passage le mois prochain à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, un grand événement. Un grand événement. L'Hermione sera à Saint-Pierre du 22 en soirée jusqu'au 24 au matin. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui sont organisées dans ce cadre-là. Je ne veux pas trop en dire parce qu'il faut aussi garder un peu la surprise pour la population et pour ceux qui, de loin, c'est un immense bateau. Et il n'était pas imaginable que l'Hermione puisse rentrer sur la métropole sans être passé par Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ça va être un beau moment au niveau du patrimoine, mais aussi un beau moment festif, je pense, pour tout le monde. Alors on va vous rendre un instant votre casquette d'élu local, maire de Saint-Pierre, bien sûr, avec le syndicat FO qui dénonce à la mairie de Saint-Pierre une dégradation des conditions de travail. Dans un document, il vous demande une réponse sous 7 jours. Est-ce que vous avez une réponse à leur apporter ? Alors écoutez, il y a un certain nombre de points qui sont dans ce courrier. Moi je dis que le dialogue social il a lieu à la commune de Saint-Pierre. On n'est pas toujours d'accord, ça c'est clair. Mais le dialogue social a lieu, il continuera d'avoir lieu. Je crois qu'il faut le faire le plus sereinement possible. Ils auront des réponses à leurs questions et nous avancerons sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Après, un dialogue, c'est un dialogue. Ça ne veut pas dire on demande et on obtient systématiquement. On dialogue. Quand ils parlent d'autoritarisme, qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, les gens qui me connaissent et qui savent comment la mairie est gérée depuis 15 ans savent fort bien qu'il n'y a pas d'autoritarisme à la mairie de Saint-Pierre. Il y a des élus qui discutent. Il y a une vision qui est celle d'un service public qui doit être exemplaire. Et le personnel municipal fait partie de ceux dont on a besoin et qui doivent mettre en œuvre toutes les actions envers la population. Merci Karine Claireau, sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon bien sûr, mais aussi, on le disait, présidente du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Merci.